Bonsoir, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2025. Comme c'est le premier bulletin du mois, il est en accès libre. Si vous voulez avoir accès aux suivants, aux autres du mois, il y en a 3 autres, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en souscrivant au palier dédié. Nous commençons avec le Moyen-Orient où la Turquie n'est pas contente du rapport qui a été rendu mardi dernier par la Commission européenne concernant la justice, les droits fondamentaux et la situation politique intérieure du pays. Ankara l'a qualifié de biaisé et d'infondé. Selon le ministère turc des Affaires étrangères, les commentaires du rapport sont non seulement incompatibles avec les efforts visant à instaurer un agenda positif entre la Turquie et l'Union européenne, mais vont également à l'encontre des intérêts à long terme des deux parties. Le ministère a par ailleurs dénoncé les positions irréalistes, illégales et maximalistes de la Grèce et de la partie chypriote grecque, reprises dans le rapport, tout en ignorant les préoccupations de la Turquie et de la République turque de Chypre du Nord. Ce parti pris, a estimé le ministère, démontre encore une fois que l'Union européenne ne peut jouer un rôle constructif dans la recherche d'un règlement à la question chypriote. Enfin, la Turquie a souligné qu'il est vital que l'Union européenne mène ses relations avec la Turquie dans le respect du pacte selon lequel les pacta sunt servanda, les traités doivent être observés, en adoptant une approche qui renforce la perspective d'adhésion de la Turquie, évite les blocages et maintient une position neutre sans laisser les relations être otages de différends bilatéraux. Donc on voit que du côté turc, la volonté d'adhérer à l'Union européenne, qui en fait n'est que la porte d'entrée pour l'idée de conquérir l'Europe. C'est quand même ça qu'il y a dans l'idée, en commençant par les Balkans, de retrouver l'époque de l'influence ottomane, est bien réelle. Et j'ai eu l'occasion de m'inquiéter lors du dernier live de ce que Friedrich Merz avait abondé dans ce sens-là lors d'une conférence de presse avec Erdogan il y a 10 jours. Les États-Unis mettent en garde l'Irak contre toute ingérence de factions dans leurs opérations en Syrie. Le ministre irakien de la Défense a déclaré que le secrétaire américain à la guerre, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, l'avait appelé il y a une dizaine de jours pour le mettre en garde contre toute ingérence des factions irakiennes dans les opérations militaires menées par les forces américaines près de la frontière syrienne. Dans une interview diffusée le 31 octobre, le ministre a déclaré avoir participé à l'appel en compagnie du chef d'état-major de l'armée irakienne, du commandant adjoint des opérations conjointes, de l'assistant aux opérations et du directeur du renseignement militaire. Il a précisé que la partie américaine n'avait pas fourni de détails opérationnels et s'était limité à un avertissement contre toute ingérence. Le ministre a ajouté que la partie américaine l'avait informé que certaines opérations seraient menées en territoire syrien et que les responsables américains avaient insisté sur la nécessité pour les factions irakiennes de s'abstenir de toute ingérence, cela dans un contexte dans lequel Israël notamment s'inquiéterait du fait que l'Iran puisse tenter à nouveau d'agir en direction de la Syrie en direction d'Israël, bien sûr, grâce à ces milices. J'en reparlerai dans un instant en parlant du Liban. Pour l'instant, on notera que le président syrien Al-Shara doit signer un accord à la Maison-Blanche pour rejoindre la coalition anti-Daesh. Tom Barak, envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie et ambassadeur des États-Unis en Turquie, a déclaré le 1er novembre à la presse, en marge de la conférence du dialogue de Manama à Bahreïn, que le président syrien devrait signer un document à Washington le 10 novembre prochain avec le président Trump pour officialiser l'adhésion de son pays à la coalition internationale contre l'État islamique. Cette rencontre marquera la première fois qu'un chef d'État syrien sera reçu à la Maison-Blanche. Elle illustrera aussi la transformation de Shara, passé d'un djihadiste convaincu à un homme qui désormais courtise les dirigeants du monde entier et notamment Donald Trump. Dans le Caucase, la Russie achemine du blé, ça y est, vers l'Arménie par voie ferrée, via le territoire azerbaïdjanais. Vous savez que j'ai parlé la semaine dernière du fait que le blocus allait être terminé. Eh bien voilà, ça commence. Un lot de blé kazakh, donc en provenance du Kazakhstan, a transité en direction du territoire arménien via l'Azerbaïdjan.
On revient au Liban, où l'aviation israélienne a intensifié ses frappes contre le Hezbollah. Au cours du week-end, 5 cadres de la force Radwan, l'unité d'élite de l'organisation du Hezbollah, ont été éliminés par des raids aériens. Ce qui porte à 370 le nombre de membres du Hezbollah tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre de l'année dernière. Des responsables israéliens accusent le Hezbollah de préparer une reprise des hostilités vers le nord d'Israël, menace jugée de plus en plus sérieuse. Le Hezbollah encaisse constamment nos coups, a déclaré Benjamin Netanyahou, ajoutant « Nous ferons le nécessaire pour garantir notre droit à la défense et nous ne tolérerons pas que le Liban rouvre un front contre nous ». D'après l'armée israélienne, l'arsenal du Hezbollah, qui serait en train de se reconstituer, compterait désormais 15 000 à 20 000 roquettes et missiles, certains capables d'atteindre la région de Tel Aviv, contre 150 000 avant le conflit. Donc ils en ont détruit énormément, mais il y a des inquiétudes sur le réarmement actuel du Hezbollah. Qui est toujours soutenu par l'Iran et qui aurait recruté plusieurs milliers de nouveaux combattants pour compenser environ 5000 pertes au cours du conflit des 2 dernières années et commencer à reconstruire les positions en prévision d'une reprise des combats. L'accord de cessez-le-feu prévoyait que le Hezbollah évacue le sud du Liban d'ici fin novembre, alors que Tsahal se retire de 5 zones stratégiques occupées près de la frontière, mais à ce jour, aucune des clauses n'a été appliquée. Alors est-ce que ça va à nouveau péter au Liban après l'accord sur Gaza? C'est pas impossible parce que depuis 2 ans, il y a une espèce de rotation des conflits par Israël autour de ses frontières. C'est-à-dire c'est un coup à Gaza, un coup contre le Liban, un coup contre l'Iran et un coup on recommence. Voilà. Et en général en permanence avec quelques frappes contre les Houthis en même temps. Et précisément d'ailleurs, un rapport des experts de l'ONU sur le Yémen qui a été révélé ce mardi par la chaîne saoudienne Al-Hadat. Ce rapport donc révèle une intensification inédite de la coopération entre les Houthis, toujours soutenus par l'Iran, et plusieurs groupes armés régionaux, notamment Al-Shabaab en Somalie et Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Le document met en évidence des liens durables avec l'Iran, qu'on connaissait déjà, le Hezbollah libanais et le Hamas également, dans le cadre d'un renforcement qualifié d'axe du mal au Moyen-Orient. Soumis au Conseil de sécurité début octobre 2025, ce rapport indique que les Houthis dépassent désormais leur rôle local dans la guerre yéménite pour s'intégrer à un vaste réseau régional qui favorise l'instabilité au Moyen-Orient, on l'avait remarqué notamment, avec les frappes autour du détroit de Bab el-Mandeb. Les experts confirment que l'alliance Houthi, Iran, Hezbollah, Hamas reste opérationnelle et contredisent les évaluations antérieures d'un possible affaiblissement. Selon le média yéménite Yemen Future, des conseillers du Hezbollah opèrent toujours dans les zones Houthi où ils fourniraient un soutien technique au programme de missiles et de drones, malgré le départ de l'officier iranien Abdul Reza Shalal de Sanaa. Le rapport signale par ailleurs la mort de combattants Houthis au Liban, éliminés lors de frappes israéliennes contre des positions du Hezbollah en septembre 2024. Les experts ont conclu que les Houthis ambitionnent d'étendre leur influence régionale en multipliant les partenariats avec des organisations terroristes transnationales pour accroître leur puissance militaire et leurs ressources économiques. Et entre les États-Unis et l'Iran, la guerre des mots continue, puisque le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a adressé un message lundi à Donald Trump en disant « C'est bien, continue à rêver » à propos du fait que Donald Trump indiquait qu'il avait détruit les sites nucléaires iraniens. On part en Afrique et au Soudan, où depuis la prise d'El Fasher, dont j'ai parlé la semaine dernière, par les paramilitaires des forces de soutien rapide, commandés par le général Hemedti, les massacres se prolongent dans la capitale du Darfour du Nord. Le bilan de cette vague de violence est évalué à plusieurs milliers de civils tués. Le Conseil de sécurité de l'ONU a manifesté jeudi 30 octobre sa profonde inquiétude face à l'escalade au Soudan, en citant des informations crédibles d'exécution de masse. L'Union européenne a quant à elle dénoncé la brutalité des forces de soutien rapide et s'est engagée à mobiliser tous ses instruments diplomatiques, y compris des mesures restrictives pour favoriser une résolution pacifique de la crise. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré mardi 28 octobre devant le Parlement que son pays sollicitait une médiation internationale pour régler le différend avec l'Érythrée concernant l'accès d'Addis Abeba à la mer Rouge. L'Éthiopie a perdu son unique débouché sur la mer Rouge, le port d'Assab, lors de l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Depuis, les tensions n'ont cessé de croître entre les deux pays.
Dans une lettre adressée en octobre aux Nations Unies, l'Éthiopie a accusé l'Érythrée de tentative de déstabilisation en soutenant des groupes armés hostiles au gouvernement éthiopien. Je crois que j'en avais parlé un petit peu ici. D'après Abiy Ahmed, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne et l'Union africaine ont été approchés pour trouver une solution durable avec l'Érythrée. Il insiste sur le fait que son pays ne souhaite pas rentrer en guerre, mais avertit que la demande d'accès à la mer est irréversible, en raison notamment de l'expansion démographique de l'Éthiopie. À l'initiative des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé vendredi 31 octobre le plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental, en dépit de l'opposition de l'Algérie. Ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975, le Sahara occidental est majoritairement contrôlé par le Maroc, comme vous le savez, mais reste classé territoire non autonome par les Nations Unies. Le conflit y oppose Rabat au Front Polisario indépendantiste qui lui est soutenu par Alger. Le roi du Maroc a salué ce vote comme un changement historique dans un discours prononcé vendredi soir. Quant à lui, l'ambassadeur algérien a indiqué « Mon pays n'a pas pris part au vote sur ce projet de résolution. Par cette abstention assumée, l'Algérie a voulu marquer sa distance vis-à-vis d'un texte qui ne reflète ni fidèlement ni suffisamment la doctrine onusienne en matière de décolonisation. » Ce texte reste en deçà des attentes et des aspirations légitimes du peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario, qui lutte depuis plus de 50 ans pour disposer seul de son destin, a poursuivi l'ambassadeur. On descend encore plus au sud, en République démocratique du Congo, où après avoir interdit d'activité les partis d'opposition qui ont rejoint la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo, créée par Joseph Kabila, le gouvernement a saisi le Conseil d'État pour demander leur dissolution. Félix Tshisekedi, le président, tente ainsi de bloquer cette manœuvre, orchestrée notamment avec le soutien du Rwanda, je vous l'ai déjà expliqué lors des précédents bulletins, autour de Joseph Kabila, qui est un petit peu l'atout de l'étranger pour essayer de déstabiliser le gouvernement de Tshisekedi, qui le mérite peut-être par ailleurs, mais c'est un autre problème. Disons qu'en tout cas, voilà quel est le rapport de force. Vous avez Joseph Kabila, ancien président en exil, qui a été condamné à mort d'ailleurs il y a 3 mois, j'en avais parlé ici, qui a créé une plateforme étrangère pour essayer de préparer éventuellement son retour et le renversement de Tshisekedi. Des partis d'opposition l'ont rejoint et Tshisekedi demande donc l'interdiction de ces partis-là. Voilà la substantifique moelle de cette actualité. En même temps, précisément, sur le front République du Congo-Rwanda, lors de la conférence de Paris sur ce sujet justement, le 30 octobre dernier, en présence d'Emmanuel Macron et d'une 60aine d'invités, dont les médiateurs américains Massad Boulos et le qatarien Mohamed bin Moubarak al-Koulaifi, le président congolais, Félix Tshisekedi, a réitéré ses accusations contre le Rwanda, en l'accusant d'un soutien logistique, financier et opérationnel au mouvement du M23. Il a invoqué la résolution 2773 de l'ONU par laquelle le Conseil de sécurité condamne l'offensive de l'AFC M23 appuyée par les forces de défense rwandaises et en exige encore le retrait immédiat. Il a dit, je cite, « Cette résolution n'est pas une simple opinion diplomatique, c'est un impératif juridique et politique que tous doivent appliqué, a-t-il affirmé. Il a en outre dénoncé les administrations parallèles instaurées par la FCM23 en avertissant que les violations des droits humains ne resteront pas impunies et que leurs auteurs seront poursuivis. Emmanuel Macron a annoncé ce 30 octobre la réouverture prochaine de l'aéroport de Goma, qui a été fermé depuis janvier après la prise de la ville par la FCM23. Mais cette décision a immédiatement provoqué des réactions, puisque la FCM23 précisément la juge inopportune, tandis que le Rwanda estime que le Rwanda estime que la question relève des discussions de Doha, non de Paris. Donc encore une fois, il semble que Emmanuel Macron se soit un petit peu avancé et que, vous savez, il a dit qu'il allait lâcher le manche au plan intérieur. C'est pas sûr que ça le rende plus efficace au plan extérieur. Jeudi, Washington et Londres ont ordonné à leur personnel non essentiel de quitter le Mali en raison des risques sécuritaires accrus par le blocus djihadiste, dont je vous parle depuis plusieurs semaines, qui bloque les livraisons de carburant vers Bamako. Malgré les escortes militaires, plusieurs camions ont été incendiés et des chauffeurs ou soldats tués ou enlevés lors d'embuscades djihadistes. En vigueur depuis 2 semaines, ce blocus paralyse l'économie du Mali, pays sahélien enclavé, et rend le quotidien des habitants de la capitale particulièrement ardu.
On part d'Amérique du Sud où le 26 octobre, un avion de transport militaire russe a atterri à l'aéroport de Caracas, au Venezuela. Aucune information n'a été divulguée sur les motifs de ce vol, ni sur le contenu de sa cargaison. L'administration Trump y voit toutefois une réponse de Vladimir Poutine à l'appel à l'aide de Nicolás Maduro, qui est confronté à la pression des frappes américaines dans ses eaux territoriales. Cet avion est un grand avion militaire russe Ilyushin Il-76, habituellement utilisé pour du transport de fret militaire notamment. Après 2 jours de transit qui ont été documentés entre l'Arménie, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, le cargo pourrait transporter des armes ou des matériaux militaires. Un député russe a même parlé d'une éventuelle fourniture d'Oreshnik, le fameux nouveau missile de Vladimir Poutine, même si, à mon sens, il est peu probable, étant donné qu'il est encore plus ou moins en test. Mais je suis pas sûr que ce soit un bon moyen pour Vladimir Poutine de revenir dans les bonnes grâces de Trump que de lui préparer une sorte de crise des missiles 2.0 en armant le Venezuela. Alors de toute façon, c'est pas avec le matériel livré par un seul avion que Vladimir Poutine va permettre au Venezuela de se défendre si la marine américaine décide de frapper. C'est peut-être plus un geste symbolique qu'autre chose, mais dans le contexte des tensions, voilà, ça dit quand même quelque chose, le fait que Vladimir Poutine ait décidé d'envoyer ce signal en direction de Washington. D'autant plus que, ce mercredi 5 novembre, le président Poutine a déclaré que son pays se préparait à reprendre les essais nucléaires si les États-Unis agissaient de même. Cette annonce a été faite suite à l'ordre donné le 29 octobre par Donald Trump au Pentagone de commencer à tester les armes nucléaires américaines. Les États-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays, avait alors affirmé le président américain, ce qui est discutable en fonction de si vous comptez les vecteurs ou si vous comptez les têtes nucléaires. La Russie est en 2e position et la Chine loin derrière en 3e, mais elle comblera son retard d'ici 5 ans. C'est ce qu'a affirmé Donald Trump. Et ce par quoi il justifie le retour de ces exercices. En octobre, les troupes russes ont pris 461 km² aux Ukrainiens. Elles ont récemment gagné du terrain, notamment à l'est, dans la ville clé de Pokrovsk, essentielle pour l'approvisionnement de tout le Donbass, mais qui en fait est coupée depuis des mois et des mois maintenant. La Russie contrôle désormais 20% du territoire ukrainien, mais surtout elle avance aussi dans d'autres secteurs, vers Konstantinivka, vers Liman, et elle grignote Kupiansk également. Il y a une nouvelle extension du corridor en direction Kharkiv ces jours-ci, donc le grignotage qui avait ralenti se réaccélère un peu à la faveur, semble-t-il, des difficultés ukrainiennes à Pokrovsk. Union européenne, en Europe c'est comme en France, des problèmes de budget. Jeudi, 4 des 8 groupes politiques du Parlement européen, qui sont habituellement des soutiens de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, c'est-à-dire le PPE, les socialistes démocrates, Renew Europe et les Verts, ont menacé de bloquer les négociations sur le budget pluriannuel de l'UE, évalué à 2000 milliards d'euros, je vous en ai parlé, et de le bloquer sauf si 7 modifications majeures sont apportées à la proposition initiale. Le projet de budget a été présenté en juillet par la Commission et révise le cadre financier pour les années 2028-2034 et prévoit de regrouper les subventions régionales et agricoles au sein de plans nationaux centralisés pour 865 milliards d'euros, mesure vivement contestée par les régions, les agriculteurs, les ministres de l'Agriculture et les eurodéputés, ce qui finit par faire beaucoup. En signe de protestation, donc, les députés européens ont exigé des changements avant le 12 novembre prochain, date du début du débat en session plénière à Bruxelles. Ils ont adressé une lettre à Ursula von der Leyen en estimant que la proposition actuelle ne peut servir de base aux négociations. Ils dénoncent un déficit démocratique si les fonds régionaux dépendaient de la capacité des gouvernements nationaux à appliquer les réformes exigées par Bruxelles, le principe du réforme contre argent. Alors c'est quand même intéressant, encore une fois, cette pression mise par le Parlement européen sur Ursula von der Leyen, surtout quand on sait qu'à côté il y a des procédures à propos du mécanisme SAFE, qu'elle a échappé assez largement, mais tout de même c'est intéressant, à 2 motions de censure récemment. Il y a une 3e encore un petit peu plus distante, il y a quelques mois, pardon. Donc voilà, ça fait un moment que je vous annonce, sur le modèle d'ailleurs de ce qui doit se passer en France, une montée d'une confrontation entre la Commission et le Parlement. Ça monte très lentement, mais ça monte.
Parce qu'encore une fois, le problème, ce n'est pas juste politiquement Ursula von der Leyen, c'est structurellement la distribution du pouvoir entre la Commission et le Parlement, de la même manière qu'il y a un déséquilibre entre l'exécutif et le législatif en France sous la Ve République. Je n'y reviens pas, je renvoie aux vidéos dédiées à ces questions. En Serbie, le 1er novembre, une manifestation d'une ampleur sans précédent a réuni entre 140 et 160 000 personnes à Novi Sad, en Serbie, un an jour pour jour après l'effondrement partiel de l'Ovan de la Gare, qui avait causé la mort de 16 personnes et qui a lancé un an de manifestations pas ininterrompues, mais très régulières, et qui ont fini par fragiliser le pouvoir. Plusieurs sources signalent une pression croissante exercée sur les médias et les manifestants. J'en ai fait la chronique régulièrement au cours de l'année passée. Le président serbe Aleksandar Vučić a aujourd'hui annoncé qu'il était prêt à organiser des élections législatives anticipées, avant la fin du mandat actuel, donc de l'Assemblée nationale, en tenant compte des exigences des manifestants qui constituent une minorité significative dans notre pays, a-t-il dit, mais en soulignant quand même que c'est une minorité. Nous allons à leur rencontre et les élections auront lieu avant terme. Quant à la date précise, il a indiqué cela dépendra de l'organe compétent et le peuple démontrera lors du scrutin quelle politique il soutient. En Géorgie, mardi soir, le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a annoncé avoir saisi la Cour constitutionnelle pour interdire les 3 principaux partis d'opposition. Carrément. Le président du Parlement, et avec moins d'arguments que Tshisekedi pour le cas, le président du Parlement, Shavla Papuashvili, membre de Rêve géorgien, a indiqué avoir requis l'interdiction du mouvement d'unité nationale, centre droit, de l'ex-président Saakashvili, de la coalition pour le changement, libéral pro-européen, et de Géorgie forte, qui est la droite libérale. Il les accuse de saper la légitimité du gouvernement et d'agir contre l'ordre constitutionnel. Seul le parti de l'ancien Premier ministre Giorgio Gakaria échappe à cette mesure car il n'a pas boycotté le Parlement. Le gouvernement reproche à l'opposition d'avoir systématiquement tenté de renverser ou de modifier par la force l'ordre constitutionnel et d'avoir soutenu des forces étrangères. La Cour constitutionnelle est perçue comme étant et réputée comme étant sous le contrôle du pouvoir. Elle dispose de 9 mois pour statuer sur cette demande. La Pologne a déclaré qu'elle construirait son propre mur anti-drone sans attendre la mise en œuvre de l'initiative européenne décidée le mois dernier. Le ministre de la Défense, Cezary Tomczyk, a indiqué que le système national polonais pour lutter contre les incursions de drones sur son territoire sera opérationnel dans un délai court. Aux États-Unis, juste un mot sur la victoire de Mamdani, qui pose des questions sur l'évolution du clivage politique, notamment. Je pense que je ferai une émission prochainement sur ce sujet, dédié particulièrement. Il faudra que je m'y replonge. En tout cas, clairement, ça a été en soi une lutte entre le versant populiste, on va dire, des démocrates et le versant classique, ce qui était la candidature du gouverneur Cuomo, et c'est le versant populiste qui l'a gagné. Alors, à voir quelle place ça aura dans le vaste mouvement de recomposition qui accompagne la transition de l'oligarchie, du régime oligarchique vers le régime absolutiste aux États-Unis. La Chine a confirmé mercredi 5 novembre la prolongation d'1 an de la suspension partielle des droits de douane sur les produits américains, les maintenant à 10% dans le cadre de la guerre commerciale. Ce geste marque un nouvel apaisement entre les 2 premières économies mondiales. Pékin a également annoncé la suppression des surtaxes douanières imposées depuis mars sur le soja et d'autres produits agricoles américains. Cette décision intervient au lendemain de la signature par Donald Trump d'un décret réduisant de 20 à 10% les surtaxes appliquées à de nombreux produits chinois. Ces ajustements entreront en vigueur le 10 novembre. La Chine honore donc les engagements pris par Xi Jinping et Donald Trump le 30 octobre en Corée du Sud, lors d'un sommet qui vise à apaiser les tensions. Les Chinois ont de la même manière suspendu pour 1 an leur guerre des terres rares contre l'Europe. Lors d'une réunion à Bruxelles, ils ont confirmé au commissaire européen Maroš Šefčovič la levée des restrictions sévères sur les exportations de terres rares qui avaient été imposées le 9 octobre dernier. Cette décision fait aussi suite à la rencontre du 30 octobre entre Donald Trump et Xi. Alors est-ce que c'est juste pour maintenir le parallélisme des formes ou est-ce que Trump a glissé un mot pour nous à la Chine, je ne sais pas. En revanche, Le Point nous donne une information très intéressante, c'est que selon des informations confidentielles qui étaient parvenues à Bruxelles, certains secteurs clés, l'automobile, les éoliennes, les semi-conducteurs, ne disposaient que de 5 jours à 3 semaines de stock, ce qui est peu. Les arrêts de production étaient donc redoutés dès mi-novembre si la Chine avait maintenu ses interdictions. La suspension chinoise évite donc une crise immédiate mais n'atténue pas la vulnérabilité structurelle de l'Europe et nous avons intérêt à mettre cette année de suspension si elle
elle va vraiment jusqu'au bout, à profit pour diversifier nos approvisionnements, ce qui va être très compliqué étant donné le monopole chinois sur le sujet. C'est difficile de créer des filières en moins d'un an. Après l'échec dont j'avais parlé la semaine dernière de plusieurs jours de discussion, l'Afghanistan et le Pakistan devraient relancer leurs efforts pour instaurer une trêve durable à leurs frontières. C'est ce qu'a indiqué jeudi à l'AFP une source sécuritaire pakistanaise. Islamabad avait annoncé mercredi dernier, c'était le jour de mon dernier bulletin, l'échec des négociations entamées samedi à Istanbul sous médiation qatari et turque, en rejetant la faute sur le gouvernement taliban. Un nouveau cycle de pourparlers entre l'Afghanistan et le Pakistan aura probablement lieu à Istanbul, a déclaré la source sécuritaire. Selon le média pakistanaise, selon le média d'État pakistanais PTV, Islamabad a accepté de reprendre les négociations à la demande des pays hôtes afin de donner une nouvelle chance à la paix et de rétablir un climat de confiance dans la région. Et pour terminer, Corée du Nord, on apprend qu'environ 5000 soldats nord-coréens auraient été envoyés en Russie depuis septembre, donc 5000 soldats de plus. C'est ce qu'a annoncé mardi un député sud-coréen à l'issue d'un briefing des services de renseignement. Il a dit, je cite, je vous fais grâce de son nom, ils ont été déployés par étapes depuis septembre et devraient être affectés à la reconstruction d'infrastructures. Des signes persistants d'entraînement et de sélection de personnel en vue de nouveaux déploiements ont été observés, a-t-il ajouté. L'agence de renseignement a par ailleurs indiqué qu'environ 10 000 soldats nord-coréens se trouveraient actuellement près de la frontière russo-ukrainienne, toujours selon le même député, Lee Seong-kun. Ouais, je vous donne quand même son nom pour terminer. Voilà ce que j'avais à vous dire cette semaine, les actualités que j'ai trouvées saillantes et comme devant vous être rapportées. Encore une fois, si ce format vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a 4 bulletins par mois, seul le premier est gratuit, donc n'hésitez pas à souscrire si vous voulez voir les autres, surtout que ça vous donne accès à la totalité de la bibliothèque des bulletins, donc vous pouvez regarder ceux du mois passé, même si bon, il y a eu des petits trous le mois passé en raison de l'actualité en France. Voilà pour cette semaine, je vous dis à bientôt pour de nouveaux formats, d'ici là, vous laissez pas faire.